maintenant, direction Monaco pour la F3, la F2 et après le débrief de la F1. Avec qu'est-ce qui s'est passé à Monaco dans les catégories de nos jeunes pilotes. Moi, tout de suite, ce que j'ai envie de te dire, Yo, celui qui m'a marqué, c'est Gabriele Mini en F3, rookie. Exactement. Et franchement, il domine. Il survole. Il domine de fou. Et je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'à Monaco, c'est là où tu vois éclore aussi les jeunes pousses. Le potentiel. Qui arrivent aussi à aller pousser la voiture dans les extrêmes limites. T'as regardé, toi, un peu la F3 et qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai F3, F2. Alors c'est vrai qu'on peut voir le temps des pilotes, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu ennuyé. Alors d'habitude, forcément, autour de Grand Prix, c'est vraiment fun, mais là, c'est vrai que ça se voyait que c'est Monaco, quoi. Ils avaient peur de se cracher dans le mur. Les risques étaient assez limités. Et malgré le fait que la météo ait joué en leur faveur, contrairement à la F1. Mais c'est vrai que moi, Gabriel Mini, très impressionné. Et j'espère qu'il continuera comme ça, parce que honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Italien qui a un grand talent. Les Infrans, il y a eu un Italien qui était bon, c'était Fisichella à l'époque. Ouais. Donc ça commence vraiment à faire long. Et je pense que pour les Italiens, s'identifier à un pilote, c'est important. Ça veut dire que pour toi, Giovinazzi, c'était pas un grand pilote? C'est un bon pilote, un bon grand pilote chez Ferrari en WEC, mais en F1, non, c'est pas un très bon pilote. Mais oui, Gabriel Mini, en plus sous Driver Academy Alpine, il me semble. Exactement, ouais. Donc en vrai, jeune pousse qui peut aller très loin. Aussi, tu as Bortoleto qui est assez prometteur. Mais je pense que la confirmation viendra s'ils arrivent à performer, d'aller voir ce que ça donne en F2. Et en top 10 qu'on a eu au Grand Prix de Monaco, c'est Gabriel Emini qui a gagné, Beganovic deuxième et Aaron troisième sur la Feature Race. Donc on vous l'explique à chaque épisode, mais en F3 et en F2, vous avez ce qu'on appelle les sprint race, donc des courses ultra resserrées en tour et beaucoup plus rapides, et des feature race qui sont des courses complètes où on fait 100% de la course. Et avec un arrêt. Ouais, avec un arrêt obligatoire, et on distribue des points différemment. C'est mieux de gagner la feature race parce que on rapporte beaucoup plus de points pour le championnat. Et les sprint race, je crois que les points sont divisés par 2 ou 2,5. Exactement, c'est ça. Ouais. Et voilà le classement, et ce qui donne que Gabriel Emini revient sur Bortoleto, et ça fait plaisir de voir deux rookies en F3 dominer comme ça le plateau. Donc affaire à suivre pour ces jeunes pilotes. En F2, là ça nous parle un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de Français aussi. Théo Pourchère, deuxième au Grand Prix de Monaco. Dommage pour lui, mais je trouve que Vesti a vraiment dominé le week-end. Exactement. Et je trouve qu'on a vu des bons pilotes qu'on voit pas trop d'habitude. Je pense notamment à Verschoor, à Kouchmaini, qu'on voit plutôt dans des accrochages que au top. Et dommage pour Victor Martins qui finit 8e parce qu'il était vraiment bien parti. Il avait un bon rythme, mais ça a pêché sur quelques problèmes. Ouais, juste ou pas, à voir comment chacun interprète pour Victor Martins. C'est vrai que c'est compliqué à gérer pour lui, le double repos jeune. Ouais. Mais je pense que je sais pas. Après, est-ce que c'est pas aussi des erreurs de jeunesse? Quand t'arrives. Parce que là, je trouve ce qu'on a vu ce week-end, c'est vraiment la différence entre ceux qui arrivent de la F3 en F2, dans la gestion d'une monoplace qui est totalement différente sur un circuit qui pardonne pas. Exactement, ouais. Parce que t'en as pensé, mais quand tu vois des Théo Pourchère qui ont quand même un peu plus d'expérience, ça se voit qu'il était en maîtrise comparé à son coéquipier direct Victor Martins qui avait tendance à apprendre comment allait la voiture. Sur sachant que comme tu disais tout à l'heure en introduction, les pilotes de F3, c'est la première. En F3, ils vont pas à Monaco, donc c'est la première fois qu'on voyait eux, ils découvraient le circuit vraiment en dehors du simulateur. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver sur un week-end où tu as fait du simulateur et prendre tes repères avec la réalité. Il faut que tu testes, tu vois les limites de la voiture, les limites du circuit, en sachant qu'à Monaco, les limites du circuit sont vite vues, c'est le mur. Il y a quelques dégagements, mais c'est tout. Et puis l'adhérence aussi.
Parce que Monaco, c'est un circuit en ville. C'est un circuit où des voitures passent tous les jours, où des gens marchent, où il y a des déchets tout le temps, alors qu'un circuit classique, c'est fermé. On y passe uniquement pour aller voir la course. Non, mais l'adhérence est totalement différente. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, si vous suivez depuis très longtemps les seigneurs de la F1, on vous expliquait, je crois, dans les premiers épisodes que aussi à Monaco, ce qui est particulier, comme tu disais, dans les circuits en ville aussi, et c'est là où on va attendre le circuit de Las Vegas, c'est que il y a des paramètres qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des circuits classiques, on va dire, comme notamment, ça peut paraître bête, mais les bouches d'égout. C'est ça. Et il faut savoir que je crois que c'est en mars, avril, les bouches d'égout commencent à être scellées à Monaco, où du coup elles sont vraiment intégrées dans la partie circuit pour éviter que la F1 ou les F2, quand elles passent à fond, soulèvent la plaque d'égout sous l'effet d'aspiration. Ce qui montre la folie de ce Grand Prix aussi. Et vu que tu parles des éléments urbains, il y a une chose auquel on ne pense pas, mais c'est aussi tout ce qui est marquage au sol. Passage piéton, qui est ultra glissant. C'est comme nous quand on voit quand il fait froid, quand il gèle, ou même quand il pleut, on peut glisser sur un passage piéton. Donc là, c'est la même chose sur la pneu de F2 ou F3. Le pneu n'a pas d'adhérence, ça glisse. C'est aussi un élément à prendre en compte. Et on l'a vu quand il a commencé à pleuvoir en F1. On aura l'occasion d'en reparler. Au niveau du classement, en F2, alors là, Vesti qui reprend un tout petit peu d'avance sur Pourchère. Iwasa, c'est le grand perdant de ce week-end parce qu'il avait l'occasion. Il a dépassé les deux d'ailleurs. Vesti, il est passé premier, il était troisième, il est passé premier. C'est vrai. Et Iwasa, je crois qu'il était du coup. Il était leader, il a perdu 2 places. Il a perdu 2 places. Et c'est aussi que c'est le grand perdant. Et je trouve que il arrive aussi aux limites de ce qu'il peut faire, je trouve, Iwasa, face notamment à des Vesti et des Pourchères. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on voit pas trop de rookies dans les 3 premières places. On voit Kouchmani qui arrive 4e pour l'instant au ranking. Mais Vesti et Pourchères sont partis là. Exactement, là. On prend un petit prono. Par contre, on voit pas nos 2 autres Français. Ah oui, non. Qui est triste. Isaac Adjar et. Isaac Adjar. Isaac Adjar, saison très, très compliquée pour lui, début de saison très compliqué. Et Martins, c'est vraiment une demi-teinte. Sur une course sprint, ça se passe bien. Sur une course sprint, ça se passe bien. Mais généralement, sur tout ce qui est longue course, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai que. Un petit hommage à Leclerc qui a perpétué également la tradition des Leclerc à Monaco avec les déboires. Oui, c'est vrai qu'il a tiré tout droit. Non, mais intéressant je trouve cette saison de F2 parce qu'on a quand même des jeunes pilotes très prometteurs et comme on vous le disait dans les épisodes précédents, le gagnant de la F2 de la saison de F2 ne peut plus retourner en F2. Donc c'est-à-dire que soit il va en F1, soit il vote pas. Et en fait, des fois on se dit ça va être compliqué d'aller chercher aussi le titre pour ça parce qu'il faut assurer ses arrières et avoir une écurie si on va aller en F1 ou avoir un bon de sortie pour aller autre part ou devenir troisième pilote F1. Et comme on peut le voir, c'est pas simple non plus de gagner la F2. Quand on regarde, comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de rookies qui sont premiers. Et quand on voit que la moitié du plateau sur les 10 premiers, c'est des anciens, c'est qu'il faut plusieurs saisons avant de performer, chose qui est compliquée pour un pilote parce que soit vous ratez le coche pour aller en F1 parce que vous n'avez pas été champion, vous n'avez pas performé au moment où il y a des places disponibles, ou soit on se retrouve à un moment où justement c'est bouché, il n'y a plus de places disponibles et vous gagnez le titre, mais personne ne pourra vous accueillir. Et donc on se retrouve en Formula I, en DTM, en WEC. Troisième pilote. Troisième pilote. Très bien. Quelque chose à rajouter sur la F2, F3, Hugo ? Non, je pense que la saison va être plus intéressante en F2 qu'en F3. En F3, je pense que c'est quasiment plié. Okay. Et par contre, en F2, on va avoir une belle bataille entre Vesti, Pourchère et Iwasa si il arrive à faire le trou. Après, les autres, j'y vois pas champion clairement. Mais ils peuvent se montrer sur d'autres courses. Bon, du coup, on peut clore le sujet F2 et puis on verra sur les prochains Grands Prix ce qui va se passer du côté de nos jeunes rookies.
Et ben maintenant, c'est l'heure d'ouvrir la catégorie reine qu'on aime tous, la F1. Qu'est-ce qui s'est passé en F1 ce week-end? C'était le Grand Prix de Monaco et la victoire de l'imbattable pour l'instant Verstappen, avec une deuxième place ensuite pour Alonso, Ocon qui est troisième, et après les deux Mercedes qui se suivent, Hamilton-Russell, Leclerc-Gasly, Sainz-Norris-Piastri, et les McLaren qui commencent à se montrer. Donc on aura l'occasion de revenir. Si vous avez l'habitude de suivre les sites de la F1, vous savez qu'on fait nos pronos. Et je suis fier d'avoir gagné ce week-end avec mes 17 points en pariant sur Verstappen Alonso. Alexandre, qui n'est pas là, avait quand même mis Leclerc premier, comme à chaque fois quasiment. Si c'est pas Leclerc, c'est Pérez. Et on voyait quand même Alonso finir dans le top 3 tous les trois. Donc en vrai, c'était pas non plus une surprise. Et c'était une surprise. Et notre brave Alonso, du coup, qui termine deuxième. Et là, il fait 4 top 4 consécutifs. Et ça, c'est assez beau parce que ça montre la régularité aussi d'un pilote qu'on adore et qui, quand même, est pas tout jeune. Et il arrive à tenir le rythme et la cadence en s'adaptant aussi aux nouvelles monoplaces. C'est du grand Alonso qu'on a là. Yo-yo. Et je pense qu'Alonso, c'est le pilote de l'histoire le plus complet. Il s'adaptait à toutes les générations de F1. Il a fait de l'IndyCar. Il a fait de l'endurance. Et il peut aller n'importe où à n'importe quel moment. Il s'en sort et il fait des performances incroyables, peu n'importe la voiture qu'il a. On peut lui donner la voiture plus naze. Je pense qu'on lui donne une As. Il en fait un Lego et il arrive à faire des top 10 avec. Ouais, quand même, tu le mets à ce niveau-là. Ok. En vrai, voilà. Il faudrait prendre les paris. Mais ce qui est hyper intéressant avec Fernando, c'est qu'il s'adapte, comme tu disais, à toutes les équipes, mais aussi à toutes les monoplaces. C'est aussi, tu as l'impression un peu avec l'âge, il devient un peu un ingénieur à part de l'écurie, où il partage ses réglages, il fait lui-même un peu les stratégies. Ce qui a été très dommage lors du Grand Prix de Monaco, c'est qu'il aurait pu peut-être remporter ce Grand Prix, mais patatras, au moment où il fallait choisir les pneus intermédiaires parce qu'il commence à pleuvoir, il s'est retrouvé à choisir les pneus médium. Très mauvais choix. Alors, est-ce que c'est de l'écurie ou est-ce que c'est Fernando qui a choisi? Parce qu'on sait qu'il aurait pu avoir cette décision où il aurait pris les pneus médium pour aller en se disant ça va sécher assez rapidement et passer devant tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est un choix de l'écurie ou un choix de Fernando? Alors moi, je pense que c'est un choix de l'écurie. Je pense qu'aujourd'hui, les écuries réfléchissent plus avec l'ordinateur qu'en écoutant leur pilote. On a pu le voir avec Sainz, on a pu le voir avec Norris récemment. Alonso, c'est sûrement une victime de l'ordinateur parce que quand on écoutait les prévisions sur Canal, chaque écurie avait sa petite météo. Certains disaient qu'il allait pleuvoir dans 5 minutes, d'autres dans 35 tours. C'était vraiment incroyable. Donc je pense qu'ils se sont plantés littéralement en se disant la météo nous indiquait ça. On tient, on met des pneus. On sait qu'à Monaco, ça sèche assez rapidement. L'ordinateur nous disait qu'on sortirait en tête. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est le scénario qui s'est passé pour moi. Alors qu'il aurait écouté Alonso, je pense qu'Alonso, lui, voulait mettre les pneus et dire je fonce. Je sais que je m'arrête avant Verstappen en 1 ou 2 tours. Je l'ai dépassé parce qu'il n'aurait jamais le temps d'anticiper mon arrêt. C'est vrai. Du coup, est-ce qu'ils auraient pu faire le test avec Stroll? Parce que Stroll était très loin. Est-ce qu'ils auraient pu tester avec Stroll, qui est très bon sous la pluie, de lui mettre ces pneus-là pour voir en fait ce qui se passe? Stroll, il était en mode Mario Kart avec la petite étoile où il défonçait tout. Donc je pense que s'il faisait ça. C'est vrai. Il y a un petit drapeau rouge. T'as pas tort. Mais oui, c'est vrai qu'on dit dans le chat les écuries n'écoutent jamais leurs pilotes, mais je pense que quand on a un Fernando, on peut l'écouter. Et après, il y a eu de nombreux cas où je trouve que les écuries peuvent, c'est vrai, écouter leurs pilotes. D'ailleurs, c'est un très bon sujet qu'on avait abordé, je crois, la saison précédente,
où c'était la communication et la stratégie en F1 et qui dirige les stratégies en F1. Mais du coup, pour Aston Martin, c'est quand même une bonne place pour Fernando. Est-ce que tu penses que cette saison, il va aller chercher une victoire? Alors, je pense, mais ce sera sur un Grand Prix où il y a du détail qui va jouer. Soit un problème chez Red Bull, soit de l'appui. À la régulière, c'est compliqué d'aller chercher Red Bull. La voiture, alors, même quand elle n'est pas parfaite, on va pouvoir ce week-end. Verstappen, il a un truc niveau pilotage que les autres n'ont pas. Sans la voiture, il connaît les limites de la piste. Il y va. Et je pense que. Et puis, on sait, alors, on joue régulièrement. Et on sait que. Alors, certes, les gens vont dire oui, c'est pas du réel, etc. C'est que du virtuel. Mais le virtuel, c'est de plus en plus réaliste. Le ressenti avec les voitures est incroyable. Les pistes sont laser scannées, donc c'est exactement la même piste. On arrive à ressortir comment ça s'appelle, l'adhérence, les températures de pneus. Donc je pense que Verstappen a aussi cet entraînement-là que beaucoup n'ont pas. Au quotidien, Verstappen il joue quasiment tous les soirs. Il stream avec la team Redline et c'est ce qui fait. Je pense que ça aussi, il y a des petits trucs qui fait que il va chercher la limite, peu n'importe où il sera. Il sait que ça passera tellement il est surentraîné. Il a confiance en sa voiture et en lui-même. Et là, tu me tends la perche pour le prochain petit sujet qu'on avait sur le Grand Prix de Monaco, c'est Verstappen. Verstappen intraitable. Je vais dire quelque chose que je pensais pas dire un jour, mais je commence à apprécier ce Verstappen, pas parce qu'il gagne, mais parce que ça devient maîtrisé. C'est-à-dire que il devient un peu plus calme, je trouve, dans la voiture, même s'il a toujours un peu des communications avec la team qui sont assez directes et tranchées. Mais je trouve qu'il est en maîtrise et je trouve aussi le travail de Red Bull devient millimétré. C'est-à-dire que chaque détail compte. On le voit que ce soit dans les changements de pneus, que ce soit dans la stratégie, même si on est premier. Et c'est ça qui me plaît aussi dans les teams qui commencent à dominer le plateau, c'est qu'ils vont, au-delà de dominer, ils vont chercher en fait à toujours performer. C'est-à-dire que tu vas avoir un pilote et une écurie qui vont vouloir tout le temps aller de l'avant et non pas rester sur leurs acquis et rester sur leur première place. Et là franchement, à Monaco, c'était chirurgical, cette domination. La voiture associée à Verstappen. Alors la voiture à Monaco, je pense qu'elle n'était pas parfaite. On va pouvoir Pérez en lutte. Verstappen, jusqu'à ce qu'il y ait une phase de tour où il touche 2-3 fois le rail, on se demande s'il va faire la pole. Et d'ailleurs, les temps chrono sont assez proches les uns des autres. Mais les deux réunis, en confiance, et comme tu le dis, toujours dans le micro-détail, ils vont chercher la chose qu'il faut. Ils sont intraitables. C'est, clairement, pour moi, ça fait longtemps depuis Mercedes, on n'a pas eu cette domination-là. Ouais. Et jusqu'à changement de réglementation où l'écurie qui arrive à investir un peu plus, à trouver la bonne combinaison avec des titillés, ça peut se faire sur un ou deux Grands Prix, mais sur toute la saison, c'est impossible. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler pour le prochain Grand Prix vers Barcelone, où il va y avoir des packs d'optimisation, les premiers gros packs d'optimisation qui vont arriver dans la plupart des écuries, à savoir si Red Bull en a, parce qu'on rappelle que Red Bull a subi comme Aston Martin, ont subi en fait une pénalité cette saison où ils avaient moins de temps pour développer l'aéro. Donc c'est du temps qu'on consacre à l'aéro et c'est quadrillé par la FIA. Donc on aura l'occasion de voir ça lors notamment des essais ce week-end. Sur Monaco, il y avait un autre petit sujet. On parlait un peu d'écurie. Écurie qu'on adore, Alpine, qui a performé avec notamment la 3e place de Ocon. Qu'est-ce qu'on pense de Alpine sur ce week-end? Je pense que le fait de taper du poing sur la table, ça a fait du bien à tout le monde. Je pense qu'il fallait les recadrer. Les pilotes les remettent un peu sous pression parce que c'est vrai que on les voit assez en détente, en toute détente. Il fallait les recadrer, même si Gasly, même si Ocon. C'est bien de vendre des Alpines. Hein. Franchement, c'est bien de faire la promotion des Alpines en début de saison, de dire oui, on sera des flèches et puis on vend plein de A110S. Et de ce côté à R également, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment où il faut aussi montrer sur le circuit ce que ça vaut une Alpine. Et donc, faites taper ce point sur la table en Angleterre, en France, à Viry-Châtillon et dans l'écurie sur la piste. On a vu les bienfaits. Et je pense qu'il faut capitaliser après. Il faut oublier que c'est Monaco.
circuit particulier. Donc il faudrait voir à Barcelone ce que ça donne sur un circuit plus classique. Ouais, c'est vrai. Pour rappeler du coup aux gens qui nous écoutent, oui, la direction de course de Alpine a commencé à s'agacer des résultats et des un peu non-performances de l'ensemble du staff. Et c'est vrai que ils ont mis un petit coup de pression et tu sens que tout de suite ça remet tout le monde les idées en place, quoi. C'est ça. Ok. Et je crois que j'avais un autre sujet. Oui, Mercedes. Et après, on a nos amis de Ferrari. Du coup, Mercedes très bien. Mercedes qui on rappelle, a changé la partie, on va dire, aéro plus l'entrée d'air de sa monoplace. Donc un gros changement structurel sur la F1. Ça a l'air de porter ses fruits quand même si c'est pas au point parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le développer à Imola, ce qui était prévu à la base. Et comme le dit la personne dans le chat, Xavier, bah oui, c'était osé de le faire à Monaco. C'était très osé de le faire à Monaco, surtout que c'était un pack qui était prévu pour Imola, qui a une configuration assez différente. Et qu'est-ce qu'on pense de Hamilton et Russell, qui ont quand même bataillé pas mal durant le week-end? Est-ce que tu penses que on a un petit Mercedes là qui est en train de repointer sur le bout du nez ou? Je pense que, alors pour moi, le classement de Monaco, comme j'ai dit il y a quelques secondes, c'est un classement qui est particulier. J'attends de voir clairement ce que ça va donner sur une piste traditionnelle. Mais c'est déjà de bon augure. On a senti Hamilton, dans le cas dans les déclarations qu'il avait, qui était heureux. Un Russell, un petit peu en demi-teinte, je trouve, sur le week-end, un peu déçu de sa part. Pour moi, clairement, il aurait pu. Pour moi, quand j'ai vu ce qui se passait, ça aurait pu être le top 3. Russell en forme. Je sais pas si la voiture ou s'il avait les évolutions sont. Après, si les évolutions avec une seule voiture, on ne sait pas. Il faudra qu'on voit ce que ça donne ce week-end. Parce que comme je sais pas si vous savez, mais on peut, ce qui se fait en F1 des fois, c'est qu'on donne à un pilote les évolutions pour les tester et on donne à notre pilote la voiture qui était déjà présente pour éviter de sacrifier deux voitures et puis développer également, mettre de l'argent sur la voiture en cours de développement à minima sans trop développer, sans trop investir, ça fonctionne pas. Ouais. Mais alors qui l'a donné? À qui donner la... Hamilton, avec l'expérience, tu donnes à Hamilton, qui connaît bien la Mercedes, qui a travaillé dessus pendant qui est maintenant quasiment depuis 10 ans chez Mercedes. Et c'est comme Alonso, si tu vas chez Aston, tu donnes à Alonso la voiture à développer. Oh, tu sais, ça pourrait être Passerelle qui décide après. Hein. Ouais, mais oui, ça peut être pas Passerelle qui décide, mais il va pas donner à son fils. Sinon, tu te retrouves avec un pneu sur le halo. Oh, on charrie Stroll, mais c'est parce qu'il n'y a plus Latifi pour charrier. C'est exactement. C'est notre bouc émissaire. Non, bah oui, c'est vrai que du coup, Mercedes a un peu le choix divin aujourd'hui de savoir à qui vont donner les packs de perf, sachant qu'il peut très bien choisir de le donner aux deux. Hein, exactement. pour voir comment ils bataillent. Très bien. Bon, du coup, je pense qu'on peut voir que Mercedes revient quand même un petit peu avec ses optimisations. Ils ont aussi remis un peu de l'ordre dans leur écurie avec des anciens ingés qui sont revenus. Et je pense que l'arrivée de l'ingé de chez Red Bull qui a signé aujourd'hui. Ah oui, exactement. Qui était le motoriste principal, qui était l'ingénieur en chef motoriste et qui passe en tant que responsable technique. Donc c'est vrai que s'il développe la Mercedes comme il a développé la Red Bull, ça peut être intéressant. Ouais, après, faut voir. Je pense que là, ça va être entre leurs mains et je pense que ça fait une transition aussi ouverte pour notre sujet sur Ferrari. Est-ce que tu penses que Ferrari et Mercedes vont être dans une année un peu de pilotage pour voir en fait comment staffer l'équipe, comment choisir sa monoplace pour 2024? Alors je pense que Mercedes, on est plus en choix de monoplace, on est vraiment sur le technique, alors que Ferrari. Alors Ferrari, c'est vraiment le management d'équipe, je pense. Les choix sont mauvais, la communication est mauvaise, encore pas mal d'erreurs des pilotes. Je pense que Ferrari, on est plus sur du mental. Normalement, Ferrari, à l'heure actuelle, c'est le top 2 en tout cas le top 2 ou le top 3 des écuries sur le plateau.
Alors que là, vu ce qu'on voit actuellement, on est plus sur un Red Bull en premier, Aston en deuxième, Mercedes troisième et Ferrari quatrième. Et oui. Et alors là, ça fait un peu la transition pour le classement, parce que c'est un peu le classement que tu nous annonces. Mais est-ce que Alpine sera capable d'aller chercher Ferrari, par exemple? Non. Alors honnêtement, ils ont pas la voiture pour. Alors Monaco, c'est une voiture, ça prouve pas la voiture. On a vu que quand il faisait chaud, la petite Alpine. Ouais, c'est vrai. Ça pouvait cramer. Mais presque. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, dans la bataille Aston-Mercedes, parce que en fait, ce qui est le problème de Aston, c'est que tu as Fernando qui performe, et on le voit en fait dans le classement des pilotes. C'est-à-dire que si on met le classement des pilotes, tu as Verstappen, Perez, bon là, les extraterrestres, Alonso qui talonne quand même un peu Perez. C'est-à-dire que si Perez fait encore un DNF et que Alonso est dans le top 3, c'est bon, c'est plié. Hamilton Russell, c'est bien stack. Mais alors après, pour trouver Stroll, tu vois, il est au niveau de Ocon, quoi. Donc en fait, est-ce que le problème c'est Stroll chez oui, voilà. Est-ce que la régularité des Mercedes va pas faire que Aston Martin va peut-être le payer à la fin de la saison? C'est sûr, même pas forcément à la fin de la saison, même dans 2-3 Grands Prix, tu vois que alors Alonso finit dans les 3 premiers de Red Bull, mais si les Mercedes sont 4 et 5 à chaque fois, quoi qu'il arrive, au nombre de points comptablement, ils seront devant Aston. Ouais. Bah ça. Sachant que si ça revient chez Mercedes, je pense que Alonso des fois on aurait des belles batailles Alonso Hamilton ou Alonso Russell pour. Non là, t'es en train de nous vendre du rêve là. Le retour du. Ouais, mais moi c'est ce que ça me vend du rêve aussi de voir les Mercedes revenir. Ouais, c'est vrai. Mais comme le disait, parce que c'était aussi le troisième, un peu larbin de tout ça, c'est Perez. Et Alex, je sais qu'il est un fervent défenseur de la théorie de Perez sera remplacé. Est-ce que tu penses que Perez, il va sauter, il va contre-performer la moitié de saison? Je pense pas qu'il va sauter avant la fin de la saison. Honnêtement, Perez, c'est le bon deuxième pilote. C'est comme j'aime bien le répéter, Perez, c'est le petit Massa, le petit Barrichello de chez Ferrari. C'est deux types, tu dis, alors il essaye de se rebeller, mais tu sais très bien que on dit coup pour. On lui dit, tu t'arrêtes là, il s'arrête et sa course s'est abordée, il fait ce qu'on lui demande de faire. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a là, on a l'ordre logique des pilotes, des pilotes numéro 1 dans chaque écurie? Il y a un piège. C'est dommage qu'il n'y ait pas Alex. Mais... tu mettrais Sainz? Ferrari, je pense. Ah ouais. Chez Ferrari, sont tous les deux pilotes numéro 1, mais dans le bac à sable. Ah oui. Les mots sont dits, les mots sont durs. Bon, on verra ce que ça va quand même donner en Espagne à Barcelone. Donc ouais, pour faire le récap, Verstappen premier avec tellement de points d'avance. Alonso qui défend sa troisième place et qui commence à remonter sur Perez. Et en classement des équipes, Red Bull devant, Mercedes qui est revenu à 1 point de Aston Martin. Donc c'est pour ça que le sujet était intéressant. Ferrari 90 points, Alpine 35, McLaren 17, As 8, Alfa Romeo 6, AlphaTauri 2 et Williams, que j'adore par-dessus tout, à 1 point. Mais on va se défendre et vous inquiétez pas qu'en 2024, ça sera l'année de Williams. Je le dis chaque année, mais là j'y crois. Chaque année on progresse, donc il y a forcément une année où il sera leur année. Non, mais même, je trouve que là, déjà on a plus Latifi. Je trouve qu'on a Albon performe. Albon sous la pluie. Albon, tu mets sous la pluie, ça performe, non? Ouais, le seul problème c'est que là je trouve qu'on n'a pas encore craqué le truc de la monoplace, mais l'équipe est bonne. C'est ça qui compte. Ouais. Très bien. Maintenant, petit sujet focus data, parce que ça on aime. À chaque épisode, on vous présente un peu des data et des faits, un peu de technicité en F1. Parce que... Alors moi j'ai un petit fait à présenter avant de parler technique. C'est un fait sur le Grand Prix de Monaco. Alors on est sur le Grand Prix. Alors ce Grand Prix-là, il y a eu au total 22 dépassements sur tout le Grand Prix.
Donc ça montre un peu l'ennui de la chose. Mais depuis 2011, ce Grand Prix de Monaco, il y a plus de dépassements. Et c'est autant de dépassements que sur les 4 dernières épreuves de Monaco réunies. Ah, mais en même temps, du coup, je pense que t'avais le Grand Prix où il y avait eu la pluie, où il y en a eu pas mal. Mais après, c'était que du sec et du coup, c'est le premier qui part qui gagne, quoi. Non, historiquement, Monaco, sur les dernières années, c'est celui qui est parti 3e à gagner. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, t'es en train de nous dire que là, on doit pas se plaindre du spectacle qu'on a eu. Exactement, c'est ça. Enfin, si on aime les dépassements, après, il y a des gens qui... Alors, si vous aimez le dépassement, honnêtement, alors, c'est vrai qu'on critique la Formule I, mais il y a 3 semaines, il y a eu le même Grand Prix, où il y a eu plus de 150 dépassements. Alors, ouais, sur des voitures qui sont plus petites, qui sont de taille plus petite aussi, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être quelque chose à revoir. On augmente de plus en plus la taille des voitures, des monoplaces. Moins en moins de place pour passer, donc je pense qu'on a tous vu ce week-end les voitures, lors des 2 premiers tours, se faire un petit peu en mode auto-tamponneuse lorsqu'il y a 30 km/h. Ouais. Donc c'est vrai que. Mais ça, c'est un problème de ce côté-là. Pour les circuits comme ça, la longueur des monoplaces. Et oui, d'ailleurs, on va transitionner vers la data avec notamment ça, c'est-à-dire qu'on a vu les accidents et du coup un élitroyage de 3 monoplaces. On a pu admirer les fonds plats, qui est le nerf de la guerre en F1. Et on voit en fait qu'il y a des fonds plats vraiment différents. Alors, certes, les photos ont l'air d'être exactement les mêmes, mais en fait, on voit 3 fonds plats quand même assez différents, où on voit Ferrari qui est assez long, je trouve. Mercedes qui est très raccourci. Donc c'est la barre orange que vous voyez, enfin un peu dorée, sur le stream. Et Red Bull qui est un peu un mix des deux. Mais aussi Red Bull, tu vois les aérations ou l'air, la circulation de l'air est mais optimale, quoi. Là où on voit où il y a des fonds plats chez Ferrari et Mercedes où il y a beaucoup justement de plats. Chez Red Bull, c'est beaucoup rainuré et ça laisse le flux d'air vraiment passer. En plus, quand tu regardes chez, tu prends Mercedes, Ferrari, c'est assez, le flux d'air passe beaucoup sur le côté. Alors que quand tu prends la Red Bull, tu as un côté qui est assez droit. Quand tu prends le côté qui est vers le ciel, où tu as plus de ciel, enfin vers le bas. Ouais. Le côté gauche de la voiture, tu vois que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus droit. Ouais, c'est vrai qu'on voit une nette différence quand même sur l'avant. Mais je trouve l'arrière aussi, hein, quand tu vois Mercedes, la Mercedes, mais c'est une droiture. Alors que chez Red Bull, tu vois que c'est un peu profilé. La Mercedes, son centre de gravité est beaucoup plus vers l'avant que la Red Bull quand tu regardes. Est-ce que ça peut expliquer du coup les bonnes performances qu'ont généralement les Mercedes dans l'attaque des courbes et la ressortie en accélération? Alors je pense, parce que vu que le centre de gravité est assez bas, tu as un train arrière qui bouge moins. Et d'ailleurs, il suffit de voir quand il y a du vent, le train de la Red Bull se dérobe. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs de ça que se plaint souvent Verstappen, notamment aussi de l'usure de ses pneus à l'arrière et que ça glisse aussi un peu sur certains virages. Exactement, ouais. Et la Ferrari, t'en penses quoi? Mais je pense que la Ferrari, son centre de gravité, c'est vraiment réparti sur toute la voiture. Et d'ailleurs, quand tu regardes la Ferrari, ça tape vraiment, ça fait des étincelles de partout quand elle passe sur un circuit où c'est plat et où ça rase vraiment. Et la Ferrari, c'est aussi un chef-d'œuvre, hein, je trouve. Hein. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus stable que les autres aussi, à point de vue. Ah, c'est vrai. Donc du coup, ce qui pêche, c'est un peu dans le moteur. Ouais. Malheureusement pour eux. Il y avait le même parallèle où avec le crash de Perez la saison d'avant, on avait le comparatif des 2 fonds plats et on voit que le fond plat de cette année est quand même très élaboré. Bon, faut pas tenir compte de l'arrière là qui est totalement déformé à cause du choc, mais on voit que notamment sur l'avant ils sont repartis sur quand même quelque chose de plus resserré et je pense que sur les flux d'air ça peut être pas mal. Exactement. On peut voir aussi que les formes sur le fond plat, sur les côtés, enfin le fond à côté du fond, au dehors du fond plat, sont sensiblement les mêmes quand même. Ouais, ils sont partis un peu sur la. Exactement, ils ont pris la même base. Exactement, ouais.
Donc c'est plutôt bon signe pour eux. Et d'ailleurs, si jamais vous posez la question, les fameuses étincelles que vous voyez à l'écran lors des diffusions, c'est notamment avec cette barre un peu dorée que vous voyez là, quand ça frotte. Et C'est ça ça. permet d'avoir des étincelles. Bon, du coup, est-ce qu'on parle de la vitesse? Bon, ça, on peut le passer au final. Je Là, pense que la vitesse, on peut le passer. C'est vrai que c'est avec la pluie, et puis Monaco, c'est pas vraiment le circuit le plus rapide. oui, voilà, ce qu'on pouvait vous montrer, en fait, c'était que dans les datas, donc là, c'est les datas récupérées en course, donc par les ingénieurs, et en fait, on voit que la température de la piste commence à vraiment diminuer quand il y a la pluie, ce qui est normal. Mais on voit qu'elle remonte très très vite quand ça commence à sécher. Et on voit que les temps aussi, les temps dans la course commencent aussi à diminuer au fur et à mesure qu'on passe en mode pluie. La dernière stat qu'on avait, bah, c'était les performances intrinsèques des pilotes et des monoplaces quand on est en sec et quand on est en pluie. Et on voit que quand c'est en pluie, et on rappelle que c'était la première fois qu'on avait de la pluie cette saison lors d'un Grand Prix de Formule 1, et ben on voit que tout le monde est à peu près stack. Bon, ça se tient beaucoup. Après, c'est peut-être aussi les particularités du circuit, mais c'est assez resserré. Là où quand c'est sec, t'as des différentiels entre Des différences. des différentiels de fou, quoi. Après, je pense que le circuit a pas mal aidé parce que comme quand on regardait les qualifs, tout le monde avait quand même un minimum sa chance. C'est sur le samedi, que ce soit en Q1, Q2, Q3. On a eu peur pour les Mercedes. On s'est demandé si les Williams, si à un moment où Sergent nous sur un tour incroyable, s'ils n'allaient pas aller en Q3. Et après, on s'est demandé qui allait faire la pole. Je l'ai attendu, hein. Non, mais c'est vrai que C'est incroyable. la qualif était vraiment incroyable. T'as complètement raison sur ça. Donc voilà, donc c'était les petites données qu'on vous partage à chaque épisode. Là, elles étaient un peu perturbées parce que, comme on vous le disait, c'est passé de sec à tout de suite pluie, ce qui fait que les données sont pas lisses comme d'habitude. On peut pas avoir de gros différentiels, plus la typologie de Monaco, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir vraiment quelque chose de net se dégager. Même si on sait que la Red Bull c'est impeccable et que l'Aston Martin elle est très très forte, notamment Alonso est très très fort dans les virages. Et on voit qu'au début de la course, il arrivait à tenir Verstappen dans les temps autour. Donc ce qui est très très fort avec une voiture pleine d'essence. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi sur ton débrief de Monaco? Est-ce que tu as des choses à Non, faire je remonter? pense qu'on a tout dit. En vrai, c'est vrai que c'est pas le Grand Prix le plus passionnant. On peut tirer des choses. C'est assez compliqué de tirer des conclusions sur la forme d'un pilote ou d'une voiture, parce que c'est un circuit qui est en ville particulier. Il a plu. Et puis Monaco, ça reste quand même le circuit où les vitesses sont assez basses. C'est vrai. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai Et hâte d'être le week-end prochain. Et là, tu fais la transition parfaite pour le week-end prochain. Grand Prix d'Espagne, Grand Prix de Barcelone, qui se déroule à partir de vendredi pour les essais 1 Ouais. et la course 15h dimanche. Barcelone, un circuit qu'on adore quand même. Enfin, Et sans personnellement, chicane, première fois sans la chicane. exactement. Virage 14. D'habitude, vous avez l'immense chicane où tout le monde ralentit et c'est assez complexe de la passer. Là, ça va être flat. À fond. À fond de balle. Là, à mon avis, vous allez avoir des pilotes qui vont sortir du fameux U dans le virage 12. Donc là, vous voyez sur le stream sur la partie jaune qui vont passer ici. Et là, ça va être mais tout droit. Alors, il y a un peu de courbe, mais ça va être mais à plein gaz à prendre les bonnes trajectoires. Exactement. De toute façon, il suffit juste de bien ressortir. Tu sors bien du U. Tu manges à l'extérieur dans le virage 14 de. Comment ça s'appelle? Tu auras un petit boudin pour pas te ressortir. Tu le lèches et après, tu es à fond total jusqu'au virage numéro 1. Et là je pense qu'il y a peut-être moyen d'atteindre, vu qu'il y a le DRS dans cette zone, d'atteindre des vitesses assez folles dans cette courbe-là. Parce qu'il y aura full speed. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien les trajectoires en F1, bah en fait, il va pas falloir être à l'intérieur pour prendre la corde. Donc la corde, c'est le point le plus court pour aller choper le virage. Ce qu'il va falloir faire, et le yo-yo vous l'expliquait très bien, c'est qu'il va falloir prendre très large. Donc il va falloir aller chercher large ici,
prendre de l'accélération et comme ça, vous arrivez le plus vite possible dans la ligne droite. Avec le plus de vitesse. Pas le plus vite, mais avec le plus de vitesse. Exactement. Le but, c'est sacrifier l'entrée pour vraiment être à fond et en sortie. Et la particularité aussi de Barcelone, c'est ce premier virage, enfin le virage 1 et 2 qui sont un peu en montée et qui sont assez resserrés. Et ça va donner lieu, je pense, à de bonnes batailles avec les monoplaces de cette saison qui sont quand même un peu plus larges et un peu plus longues. Donc en vrai, on va avoir une sacrée bataille à Barcelone. Toi, t'en attends des trucs à Barcelone avec les packs d'amélioration et tout ça qui vont arriver? Exactement. Déjà voir les performances de chacun où chacun se situe. Voir ce que ça donne le circuit sans chicane, parce que clairement, fan du circuit de Barcelone. Barcelone, c'est clairement mon circuit préféré en F1. Donc de ce côté-là, circuit très compliqué. Comme tu dis, il y a un peu de dénivelé. Pas mal de virages lents, des parties plus rapides. Et puis, c'est un circuit où tout le monde est habitué, quoi. C'est un circuit à les tests. Donc, les pilotes sont habitués à connaître très bien le circuit. Les ingénieurs aussi. Donc, généralement, on a de très belles batailles et de très belles performances. Et ben, en tout cas, on va suivre ça avec grand intérêt à partir de vendredi pour les essais. D'ailleurs, sur le planning complet, on voit qu'il y a Formule 2, Formule 3 et Formule 1 au Grand Prix de Barcelone. Donc ça va être fantastique à suivre et ça laisse place à de grandes batailles qui vont se passer. Sur le sujet des packs d'amélioration dont on vous parlait tout à l'heure, est-ce que toi, Yo-Yo, t'attends des écuries qui vont venir armées ou vraiment des écuries qui vont tester sur les essais, peut-être faire un marché d'arrière pour revenir sur les anciens setups? En vrai, je pense que tout le monde attend, c'est clairement Mercedes, comme on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment l'écurie qu'on attend de voir où ils vont se situer. Est-ce qu'ils seront devant Aston, derrière Aston? Est-ce qu'ils vont se rapprocher des Red Bull? Ou est-ce que c'est un flop total et on va les retrouver derrière Ferrari ou à la place actuelle? Donc c'est clairement l'écurie qu'on attend, je pense, à ce sujet-là. Après, Ferrari, comme je le disais, ils ont perdu beaucoup de points à cause de leur pilote et pas à cause de la voiture. Donc c'est vrai que là, on verra plus le travail qui a été fait mentalement chez Ferrari pour voir où ça en est. Sachant que ce week-end, ça a encore été assez compliqué avec les stratégies. Donc à voir. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que là, ça va être un peu compliqué aussi de faire un prono, je pense. On va se donner quand même vendredi, dernier délai, pour se faire un petit prono. On ne pourra pas vous le donner tout de suite maintenant. Même si je pense que quand même un petit Red Bull là-dedans sera quand même pas mal en vitesse de pointe et le DRS. Aussi, ouais. D'ailleurs, si vous voulez retrouver aussi toutes nos explications concernant le DRS et Red Bull, c'était dans le, je crois, épisode 1 ou 2 qu'on avait fait. Et on vous expliquait un peu avec la data comment Red Bull avait un peu craqué le game sur ça. Très bien. Bah, merci Yo-Yo pour ton avis sur Barcelone. On va faire à peu près le tour aujourd'hui pour tous nos sujets. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter sur ce sujet-là, non. Barcelone, non. C'est vrai que on a fait le tour de notre côté. Et je pense qu'on peut se retrouver la semaine prochaine pour un débrief du GP de Barcelone et après 24 heures du Mans, parce qu'on va rentrer dans une semaine de 24 heures. Exactement. Et nous y serons. On espère vous envoyer plein de photos et de vidéos sur Instagram, sur les serveurs de la F1, pour vous montrer notre week-end au Mans pour les 24 heures. Et ça va être formidable tout ça. Écoute, merci Yo-Yo pour tes avis, pour toujours tes conseils précieux. Et, merci à toi aussi. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer de le Grand Prix d'Espagne. Et sinon, en attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous suivre et avoir notamment le planning du prochain Grand Prix, plus des petites histoires. Voilà, très bonne soirée et à bientôt pour le prochain épisode. Merci à toi aussi. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode des Séances de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.